Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, l'objectif d'un débriefing, généralement, c'est de chercher à s'améliorer. Et sur cette chaîne, parfois, on peut se montrer critique sur nos forces armées avec toujours une envie de bienveillance. Comme vous le savez probablement également, ça fait plusieurs années que l'on dit qu'il est absolument absurde, au vu des développements technologiques, de ne pas flouter le visage de nos opérationnels, de ces hommes et de ces femmes qui s'engagent pour nous protéger. Et pour la première fois, nous avons l'armée de l'air et de l'espace qui fait beaucoup de communication sur l'opération Topaz, qui met en œuvre la 30e escadre. On va en reparler dans quelques minutes et accrochez-vous bien, ils ont enfin flouté les visages. Donc c'est une excellente chose et c'est également une excellente chose que notre armée de l'air et de l'espace renoue avec ce type d'exercice de dispersion qui était connu durant la guerre froide, dont nous avons perdu l'habitude et la capacité ces dernières années, qui est revenu en avril 2025 avec la 3e escadre, les Mirage 2000D RMV, rénovés à Mili, mais également les 2000B qui sont partis et ont jailli, comme ils disent, un JAD, jaillissement d'escadre sur 5 bases, Salon, Avord, Luxeuil, Rochefort, Orléans, tout ça organisé par la BAC, la Brigade aérienne de l'aviation de chasse. Et ce n'est pas facile car sur ces bases, généralement, vous n'avez pas la logistique, le groupe de parc, les mécaniciens, les armuriers, voire même le pétrole spécifique pour ce type d'aéronef. Donc en fait, pour pouvoir faire du jaillissement d'escadre, il faut un gros travail logistique et un gros travail RH. C'est d'ailleurs à la fin de cette vidéo, dans les 5 points, on va revenir sur la dimension humaine, la dimension matérielle, la dimension d'un point de vue navigation, les problématiques de préparation de mission, de navigabilité également, et forcément de briefing, de coordination, parce que là, accrochez-vous bien, la 30e escadre qui a le fameux régiment de chasse Normandie-Némen, qui a également le Lorraine, on va en reparler. Ils ont projeté en 8 heures 20 rafales. Et ensuite, ça c'était la phase 1, comme en avril dernier, la phase 2, ils ont fait un raid avec du Biscalp sur 4 rafales. On doit à Jean-Marc Tanguy, que vous pouvez suivre sur Twitter ou sur son blog, ces magnifiques images où vous voyez ces 4 rafales de l'armée de l'air équipées en Biscalp. On va revenir sur cette spécificité, on ne voit pas ça tous les jours, j'ai jamais vu ça pendant ma carrière, sauf pour des Volops, on en reparle aussi. Allez, jingle. Roger ball. En France, on a donc croqué, comme on aime bien dire, au retour d'expérience ukrainien avec le France ACE, le Agile Combat Employment, anciennement MORAN, qui est un concept que les Américains poussent également depuis des années, qui consiste tout simplement à chercher à optimiser vos capacités de survie si une de vos bases est attaquée. Et là, si j'ai bien compris, Mont-de-Marsan était sous menace de drones. Phase 1, on déploie les avions sur différents terrains. Donc là, la 30e escadre est partie sur la base de Cazaux, sur la base de Cognac, à Mérignac qui est civil, mais il y a également une partie base, et également à Clermont-Ferrand où vous avez notamment pas mal de maintenance. Alors l'objectif, vous vous en doutez, c'est de réussir à quitter la base rapidement, mais déplacer des avions, même si c'est bien pour leur survie, c'est pas la finalité du métier des armes. La finalité, c'est de pouvoir répondre, et c'est pour ça qu'on a eu cette deuxième phase avec, je cite, une frappe de rétorsion 24 heures après. Problématique, si vous faites une frappe de rétorsion avec 2, 3, 4 missiles, c'est bien, mais pas top. C'est pour ça qu'ils ont fait les choses en grand avec 4 rafales équipées en Biscalp. Ça nous fait quand même 8 scalps, ce qui commence à être intéressant. Maintenant, quand on voit les images partagées par l'armée de l'air et de l'espace, vous voyez qu'on a du Mika IR, moyenne et courte portée, infrarouge, autoprotection, mais également efficace contre l'avion furtif. Alors ça, c'est un point, je jette ça comme ça. Par rapport à la furtivité, comme vous le savez, il y a des systèmes, des radars pour réussir à détecter quand même un avion furtif. Posez-vous la question, si un avion est furtif contre la bande X-ray, qu'en est-il de sa furtivité contre l'autodirecteur d'un missile équipé d'un autodirecteur X-ray? Typiquement le Mika-EM, l'AIM-120, la plupart des missiles chinois, des missiles russes, ils ont des autodirecteurs en bande X. Du coup, si l'avion furtif est furtif, est-ce que l'autodirecteur du missile le voit? Vous avez 3 heures. La France a une solution, sont ces missiles de moyenne et courte portée infrarouge, ce qui permet de ne pas avoir à détecter de surface équivalente radar, mais une source infrarouge.
C'est fort, c'est français. Toujours est-il, ce raid visait à projeter, à tirer du scalp. Vous connaissez le scalp. Mes spécificités, c'était depuis la zone de déploiement. Donc d'un point de vue mécano, d'un point de vue soutien, d'un point de vue, faut pas sous-estimer pour le scalp, préparation de mission, c'est loin d'être comme d'habitude. Le scalp, pour rappel, 1,3 tonne, 450 kg de charge militaire qui en plus permet de pénétrer, donc est plus efficace. Et en plus du Mica, vous voyez du bimétéore, le météore qui est cet armement qui a une excellente portée. Alors c'est pas magique, hein. Si vous le tirez à basse altitude, à basse vitesse, ça va pas aller sur la Lune. Par contre, si vous accélérez, que vous montez, que vous lui donnez l'énergie nécessaire, il va avoir une allonge excellente. À noter quand même, sur les images que l'on voit que les avions, les Rafales, sont équipés avec des gros bidons. Le gros bidon, ça vous comptera en subsonique, mais de toute façon, quand vous allez faire ce genre de mission, même si vous êtes multicasquette, éventuellement RR, Air-Sol, généralement, vous allez rester en subsonique. Au niveau des autres avions qui ont été projetés, on retrouve des avions en 1 bidon. Là, clairement, tu peux faire du supersonique. En 2 bidons, certains supersoniques, d'autres subsoniques. Avec du pod, là, vous allez être contraint en vitesse, mais vous allez pouvoir guider de l'armement air-sol ou même avec du 3 bidons, ce qui vous permet d'aller très loin. Dans cette image du 28 février, on voit donc une configuration biscalp, 2 météores, un Mica-IR, plutôt d'autoprotection, et 3 gros bidons pour avoir de l'allonge. On remarque également la féminisation de l'armée de l'air et de l'espace avec une pistard femme, des Algeco militaires, donc on ne met pas en œuvre une mission avec 8 scalps et du météore depuis un terrain civil, il faut quand même une infrastructure militaire derrière. Et on repère également le petit museau, le nez du Rafale suivant et son encourroulage pour aller faire la mission. On voit également, partagé par l'armée de l'air, cette superbe photo avec l'équipage qui part aux avions. La 30e escadre, on va revenir dessus, mais c'est plutôt des monoplaces, donc il y a de grandes chances que là on ait 2 pilotes. Alors si vous vous dites c'est quoi ces escadres, on va faire très simple. L'armée de l'air a des escadres et à l'intérieur de ces escadres, vous avez des escadrons. À l'intérieur de ces escadrons, des escadrilles. Vous avez dans la 30e, qui a été créé en 1953, un 1er mai, ça ne s'invente pas. À l'heure actuelle, le 130 Côte d'Argent qui fait des expérimentations. Vous avez le régiment de chasse 230, le Normandie-Niemen. On va pas se mentir, en tout cas ma génération, on considère que c'est le plus beau régiment, la plus belle escadron, l'affectation la plus belle pour l'armée de l'air, ça l'était à mon époque. L'escadron 330 Lorraine, du coup qui me déteste après la remarque précédente. Et vous avez également l'ESTA 1530 et le centre de formation Rafale, où j'ai fait mon cours Rafale, et l'équipe technique interarmée Rafale. Petit détour quand même par le 230, donc le Neuneu, créé en 1942, initialement appelé Normandie, ensuite Niemen. Ils ont eu l'autorisation de s'appeler Yémen, ce fleuve soviétique qui se jette dans la mer Baltique. Une histoire incroyable et des personnalités assez incroyables pour ce régiment. Je vous rappelle qu'on a des grands commandants comme Pouillade, comme Tulane, comme Delfino et une star presque, hein, Roland de la Poype, qui est, je vous rappelle, le créateur de la carrosserie de la Méhari et également le fondateur en 1970 de Marineland. Il a fini industriel dans le plastique. On en a entendu parler malheureusement l'année dernière. Vous avez également le 330 qui nous vient des forces aériennes françaises libres, créé en 1941 à Damas, c'était à la mode, qui était un escadron de bombardement, après qu'il y a eu des Mosquitos, mais également après du F1. Toujours est-il, quand même le bas qui blesse, toute cette 30e escadre, ils ont projeté 20 avions. Je vous donne une petite idée, à l'heure actuelle en France, on a une escadre à Saint-Dizier avec les nuques, on a la 30e escadre avec les monoplaces, et maintenant, on a également un escadron du côté d'Orange. Ça vous montre quand même qu'à l'instant T en France, on n'a pas un nombre extraordinaire d'avions à projeter, d'avions verts, d'avions opérationnels. On a entendu récemment la ministre des Armées dire qu'elle était contente parce qu'on commande 2 Rafales pour remplacer les 2 Rafales cassés. On ne va pas se mentir. On a souvent cité le chef d'état-major de l'armée de l'air. L'armée de l'air est à son plus bas niveau à l'heure actuelle. C'est un choix politique de budget. Il y a eu l'année dernière promesse de peut-être 30 à 40 avions supplémentaires. On aimerait bien voir les commandes du côté des opérationnels. Et moi j'ai une super idée pour vous. Commandez-en sans le plus, créez une Air National Guard à la française. Et comme ça, d'un point de vue dissuasion conventionnelle, on regagne du volume. Si vous avez un doute sur le concept, nous sommes le vendredi 30, la nuit dernière, des F-35 américains de l'Air National Guard ont traversé les Atlantiques pour se mettre en œuvre du côté du Moyen-Orient. Les Américains utilisent leur garde nationale, utilisent leurs réservistes dans le temps long afin d'avoir une capacité de surge, d'augmentation des capacités de défense conventionnelles sous un préavis extrêmement court. Vous avez chez Air France, vous avez chez Corsair, vous avez partout d'anciens pilotes français
qui sont sous-exploités, qui ont fait une formation, qui seraient, je suis sûr, fanat pour voler quelques heures par an, maintenir leurs compétences, faire de la posture permanente de sécurité. À un moment où on parle de force morale, on parle de réaccélérer au niveau des armées. Quel est le talon d'Achille? Le matériel. Mais bon, c'est pas moi qui vote le budget. Et ça me permet ma transition sur les 5 grandes leçons de cet exercice. La première, je vous parle de matériel, mais je vous parle surtout de pérenniser l'humain. Là où les Américains sont, il faut le dire, très forts d'un point de vue humain, c'est que le gros, ma promo, mes générations aux US, vous faites 10, 15 ans au service de votre pays, vous partez dans la ligne, vous allez faire autre chose, mais vous continuez à servir votre pays grâce à de la réserve volante. Vous êtes copilote, commandant de bord sur 37 chez Southwest ou autre, et vous donnez quelques jours par mois à votre pays, eh bien, vous a déjà formé et c'est parfait pour lui. Ça, c'est un bon moyen pour pérenniser sur l'investissement qui a été fait par votre pays pendant encore 20, 30 ans derrière. En France, on n'a pas encore cette culture-là. Et un des points bloquants, c'est le matos. Donc pour réussir ce genre de jaillissement, d'un point de vue humain, il y a un gros travail pour les techniciens, un gros travail pour les armuriers, les officiers de préparation de mission et forcément le personnel navigant. Vous avez ensuite derrière la deuxième thématique qui est celle du matériel, la disponibilité. Il faut que les avions soient verts et sur place, il faut pouvoir les reconditionner. Il faut le bon pétrole avec les bons additifs. Il faut les munitions qu'il a fallu acheminer. Donc vous avez une très grosse tension logistique, un vrai travail de préparation logistique. En 3, en France, on a la navigabilité. Il nous a beaucoup contraints d'un point de vue administratif pour maintenir en état de vol les avions. Maintenant, ça s'est un petit peu allégé. Ils en ont parlé, ça commence à être un sujet, mais il faut que les papiers suivent la mise en œuvre de l'avion pour pas faire des problèmes de maintenance dans le temps. Et en 4, surtout avec un rad scalp, c'est la préparation de mission. Sur Rafale, on fait ça avec SLPRM, un système de préparation de mission. Pour pouvoir tirer du scalp, il faut être préparateur scalp. Il faut préparer la mission, ça prend du temps. Et après, il faut pouvoir charger la mission dans les avions. Donc si vos avions, ils sont partis partout à gauche, à droite, comment est-ce qu'on prépare la mission? C'est compliqué. Comment est-ce qu'on envoie la mission? Faut y réfléchir, il faut faire tomber les freins, il faut penser également à la cybersécurité. Bref, ça s'entraîne, ça se travaille et c'est ce qu'ils ont fait. Alors si vous me demandez ce que je fais dans le désert, j'attends mes stagiaires qui sont avec Pat. On refait un stage d'ailleurs en mai. Là ils finissent une petite marche d'approche et après on s'en occupe, on va débriefer pas mal de choses. Mais le dernier point, vous l'aurez compris, c'est celui du briefing. Quand vous avez des avions qui partent d'un petit peu partout, de plusieurs bases pour faire une mission, il faut réussir à briefer, à se coordonner. Et pour ce faire, encore une fois, il faut de la communication qui soit efficace, qui soit dans le bon temps. Il faut réussir à faire travailler différentes business units, si vous voulez, qui sont à des endroits différents. Et quand vous faites un raid avec une projection spécifique, forcément, ça vous crée des contraintes supplémentaires. Donc, soit vous gardez tous vos avions qui partent de la même base faire la mission. On voit que les 4 avions Scalp sont du même endroit. Mais si vous voulez une protection aérienne, si vous voulez augmenter ce dispositif, il va falloir se coordonner, se briefer de tout en distanciel, ce qui est facile sur le papier, ce qui est beaucoup plus compliqué de temps de guerre, surtout si vous voulez être parfait d'un point de vue cybersécurité. En définitive, vous voyez ces Rafales en biscalp, dans la marine on est en monoscalp. La raison est très simple, c'est l'appontage. J'ai participé au tout premier raid scalp qui a été fait depuis le porte-avions. Je n'étais pas tireur scalp, j'étais accompagnateur, j'étais nounou. Il avait été repoussé. Pour la petite histoire, en amont, on avait catapulté des avions avec des scalps à bord, on les avait amenés aux Émirats et on avait fait des échanges de scalps, c'est-à-dire qu'on avait récupéré des scalps anciens qui allaient bientôt être décommissionnés pour tirer des anciens qui avaient plus en fait de potentiel, si vous voulez. Et donc on avait ramené des scalps neufs à bord, sous avion. Pour pouvoir apponter, il faut que le scalp soit en point central. Si vous partez avec vos 2 scalps sur les 2 côtés, on n'a pas le droit dans la marine. Pourquoi? Parce que si vous en tirez un, mais pas l'autre, vous êtes en configuration dissymétrique et ça, on n'aime pas dans la marine, ça ne marche pas pour l'appontage. Néanmoins, c'est quand même dommage de se dire qu'à l'heure actuelle, à mon époque en tout cas, d'un point de vue opérationnel, on n'a pas cette capacité à tirer 2 scalps par vecteur, là où l'armée de l'air a cette capacité, le Rafale aurait cette capacité. Donc oui, la mise en œuvre d'aéronefs depuis le porte-avions, c'est des contraintes supplémentaires, il faut en avoir conscience. Après, on est quand même avec des contraintes réfléchies, plutôt temps de paix ou temps de guerre dissymétrique. Peut-être que si un jour on était vraiment dans un conflit de très haute intensité, ça nous ouvrirait des points d'emport supplémentaires, mais encore faut-il avoir assez de scalp. Et ça, je vous renvoie vers les sources ouvertes.
Ce serait pas mal qu'on ait un peu plus de missiles d'ailleurs, ça nous ferait pas de mal. Et je vous invite à calculer avec la flotte actuelle de l'armée de l'air. Prenez 20 Rafales par exemple, dites-vous combien faut-il de missiles pour tenir une journée avec 20 Rafales, sachant qu'on peut prendre, allez, on va dire 6 missiles par Rafale, ça commence à en faire, 6 missiles RR. Imaginez quand on commence à parler de haute intensité, à quelle vitesse les stocks peuvent être tirés. Et hasard du calendrier ou pas, ça vous renverra peut-être vers des exercices comme ça qu'on avait fait sur la chaîne, bien avant l'invasion de l'Ukraine, ou déjà, sur cette chaîne, mais je ne suis pas le seul analyste à dire ça, on attirait l'attention sur le fait que avoir une armée très opérationnelle, c'est bien, avoir la capacité à tenir grâce à de la munition, c'est mieux, car, spoiler alerte, ça met beaucoup plus de temps de fabriquer une mune que de la tirer. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, pas mal de vidéos à venir la semaine prochaine, notamment sur l'Iran d'un point de vue purement technique. Je retourne au Trabajo, hein, c'est sympa ici, un petit peu de vent aujourd'hui, mais il y a pire et ce matin on était du côté des dunes, c'était parfait. Je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas en intervention dans votre entreprise et très bientôt, ça y est on a fini la couverture de la totale, le livre est en relecture. Au-delà du leadership, un livre qui va vous amener à réfléchir au leadership et surtout au rôle de l'équipier, au rôle du collaborateur, trop souvent perçu, eh bien, comme diraient les Oscars en français, comme un second rôle, là où dans l'aviation, on pense plutôt au côté supporting acteur, au côté mutual support, au côté proactivité. Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Fly safe.